Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 29 janvier, il est 8h30 et vous écoutez la matinale sur EDJ-FM. Au programme ce matin, une décision de justice qui marque un tournant dans la reconnaissance de la soumission chimique avec la condamnation de l'ex-sénateur Joël Guerriau. On fera aussi le point sur l'école publique alors que des milliers de suppressions de postes sont annoncées pour la rentrée 2026 malgré un budget en hausse. Direction ensuite les États-Unis à Minneapolis où les tensions liées aux opérations fédérales sur l'immigration commencent à retomber sans vraiment disparaître. On s'arrêtera également sur un trouble encore méconnu, le syndrome de Noé, à travers des cas de maltraitance animale récemment révélés. Et puis on terminera avec du sport, après une soirée européenne agitée pour les clubs français en Ligue des Champions. Mais avant tout ça, place au Flash Info. Dans l'actualité ce jeudi, 2 hommes de 24 et 26 ans comparaissent aujourd'hui devant le tribunal de Nantes. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé des drones pour livrer téléphones portables et drogue dans 7 prisons de l'ouest de la France à plus de 460 reprises. La mère de l'un d'eux est également poursuivie pour blanchiment. Cette affaire illustre l'explosion du phénomène. Près de 5000 survols de drones ont été recensés autour des prisons en 2025 contre moins de 900 l'année précédente. Reporters sans frontières organise ce soir un événement au Bataclan. Il est dédié au journaliste sportif Christophe Glaise, emprisonné depuis 7 mois en Algérie. Il a été condamné pour apologie du terrorisme et a formé un pourvoi en cassation. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pourrait être élu aujourd'hui à l'Académie française. Les académiciens se réunissent à huis clos à partir de 15h pour lui choisir un fauteuil. Il s'agirait de succéder à l'historien Jean-Denis Bredin, décédé en 2021. Après l'incendie meurtrier de Crans-Montana, le parquet ouvre une enquête pénale. Elle vise un ancien chargé de sécurité de la commune, responsable de plusieurs contrôles incendies dans le bar Le Constellation. Le sinistre survenu dans la nuit du Nouvel An a fait 40 morts et 116 blessés. L'homme sera auditionné dans une dizaine de jours. Pas de festival international de la bande dessinée à Angoulême cette année. À la place, un grand off est organisé avec des événements plus modestes pour continuer à faire vivre la BD. La société organisatrice du festival a en effet été largement boycottée par la profession en raison de désaccords profonds avec les auteurs et les éditeurs. Vous êtes toujours sur EDJ-FM et on ouvre à présent notre séquence info avec l'actualité de la semaine. Condamné pour soumission chimique à des fins sexuelles, mardi, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Joël Guerriau coupable, une affaire emblématique à la fois par la gravité des faits et par le profil de l'accusé, un élu de la République condamné à 4 ans de prison dont 18 mois ferme. Le tribunal donc clairement écarté la thèse de l'accident avancée par la défense. Thomas Noël. Oui, Léa, et sans ambiguïté, le jugement rendu mardi soir affirme que Joël Guerriau, ex-sénateur de Loire-Atlantique, a administré volontairement une dose de MDMA en 2023 dans le verre champagne de la députée Sandrine Josso, une dose largement supérieure au seuil récréatif avec intention sexuelle qualifiée, viol ou agression sexuelle. Et sur quels éléments se sont appuyés les magistrats ? Eh bien plusieurs. Tout d'abord, les conditions intimes de la soirée dans l'appartement du condamné avec l'insistance de l'ex-sénateur pour faire boire à la victime. Et enfin, la concentration extrêmement élevée du produit, 91% de MDMA pur, un dosage jugé potentiellement dangereux, surtout associé à de l'alcool. Le tribunal a également prononcé 5 ans d'inéligibilité et une obligation de soins, mais a écarté l'inscription au fichier des délinquants sexuels. Joël Guerriau a annoncé son intention de faire appel, ce qui suspend son incarcération immédiate. Et pourquoi cette décision est-elle considérée comme importante au-delà de ce dossier précis ? Parce qu'elle reconnaît juridiquement pour la première fois à ce niveau une infraction dite obstacle, l'administration de drogue en amont d'un viol, même sans passage à l'acte. Une infraction créée par la loi de 2018 contre les violences sexistes et sexuelles que Joël Guerriau avait lui-même votée. Les débats en appel reviendront sur les faits, l'interprétation de l'intention sexuelle et la qualification juridique de la soumission chimique. Si l'appel aboutit à une confirmation de la peine, l'ancien sénateur devra alors purger sa peine de prison conformément à la décision d'appel. La condamnation actuelle entraîne déjà son inéligibilité de 5 ans, des obligations de soins et d'indemnisation à la victime. Sandrine Josso a de son côté salué une décision de justice qui reconnaît pleinement son statut de victime. Depuis les faits, elle s'est engagée publiquement contre la soumission chimique, un phénomène encore largement sous-déclaré selon les autorités sanitaires. Et moins de professeurs à la rentrée 2026, malgré une hausse annoncée du budget de l'éducation, les
les arbitrages du projet de loi de finances inquiètent fortement les syndicats qui redoutent un nouvel impact sur les conditions de travail et la taille des classes. Léa Canet. La présentation tardive des moyens de l'éducation nationale pour la rentrée 2026 n'aura pas atténué le choc. Lundi 26 janvier, lors d'un comité social d'administration organisé avec un mois de retard faute de budget adopté, le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé une répartition des postes bien plus restrictive que ce qu'anticipaient les représentants de la communauté éducative. Au total, 4032 postes d'enseignants titulaires ou stagiaires chargés de classe doivent être supprimés à la rentrée 2026. Dans le détail, 2229 suppressions concernent le premier degré, 1803 le second degré. Toutes les académies sont touchées, à l'exception de Mayotte et de la Guyane. L'académie de Lille figure parmi les plus lourdement impactées. Pour les syndicats d'enseignants, la coupe est sévère, d'autant qu'elle intervient dans un contexte déjà marqué par des tensions persistantes sur l'attractivité du métier, les remplacements ou encore la taille des classes. Le ministère lui justifie ses choix par la baisse démographique. Près de 107 000 élèves en moins dans le premier degré et 29 000 dans les collèges et lycées sont attendus dès 2026. La rue de Grenelle met également en avant une hausse budgétaire de 200 millions d'euros et la création nette de 5 900 emplois, principalement des AESH, des personnels sociaux et de santé, ainsi que des enseignants stagiaires dans le cadre de la réforme de la formation. Reste un point de débat central, ces créations compensent-elles réellement la suppression de milliers de postes de 20 élèves ou marquent-elles un changement durable de priorité dans l'école publique ? Merci Léa. Début janvier, des associations de défense animale ont fait une sombre découverte, celle de chiens et de chats vivant dans des conditions déplorables, des opérations d'envergure qui sont courantes depuis ces dernières années. Ce qui se cache derrière cette accumulation d'animaux est un syndrome, celui de Noé. Léna de Quillac nous en dit plus sur ce trouble mental. Il est 9h à Nice quand la bénévole Charlotte Bistarelli ouvre les portes de l'ARPA. Allez, direction l'ARPA, c'est parti, Alliance pour le respect et la protection des animaux. Bonjour. Aujourd'hui, je m'intéresse au syndrome de Noé parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu plusieurs cas la semaine dernière à Mougins et à Vence. On en a parlé en effet avec ma directrice. Le plus gros cas auquel moi j'ai assisté, c'était à la rue Lamartine en juillet 2023, où nous avons découvert une centaine de chats et une dizaine de chiens, plus des tonnes de cadavres entassés dans des sacs poubelles, enfermés dans une salle de bain. Mais ce qui m'a marqué, c'était le regard des chats. Ça me fout les larmes aux yeux. Je sais pas si c'est une maladie avérée, une maladie psychologique, ou si derrière il y a une fragilité au niveau mental. Mais alors, qu'est-ce qui pousse ces gens à accueillir des dizaines, voire des centaines d'animaux chez eux ? Pour le psychiatre Jérôme Palazzolo, on retrouve cliniquement un déni très fort. Ces patients ne voient pas la réalité de la maltraitance, ni même leur propre détresse. On retrouve très souvent des fragilités psychiques anciennes, type solitude, traumatisme, dépression, troubles anxieux, voire même troubles psychotiques. L'animal devient une sorte de refuge, un substitut affectif et parfois le seul lien relationnel stable. Certaines personnes développent même un rapport obsessionnel. Elles ne peuvent pas s'arrêter d'accueillir de nouveaux animaux, même lorsqu'elles n'ont plus les moyens matériels de s'en occuper. Ce n'est pas l'argent ou l'âge qui détermine le risque, mais plutôt l'isolement affectif et social. Ce qui est constant, c'est la rupture avec l'entourage, le sentiment de vide relationnel et l'incapacité de poser des limites avec l'animal. Direction les États-Unis maintenant, à Minneapolis. Après plusieurs jours de tensions et de manifestations liées aux opérations fédérales sur l'immigration, la situation s'apaise légèrement. Des agents fédéraux vont commencer à quitter la ville après la mort d'Alex Pretty, un manifestant de 37 ans tué lors d'une intervention. Une annonce qui intervient dans un climat de vive indignation nationale. Yana Primovici. Face aux critiques, Donald Trump adopte un ton plus apaisé, tout en maintenant sa ligne sur l'immigration. Alors, recul tactique ou simple pause sous pression politique ? C'est ce que l'on va voir. Et pourquoi, Yana, ces agents fédéraux quittent-ils Minneapolis maintenant ? Selon la municipalité, ce départ intervient après des échanges directs entre le maire démocrate Jacob Frey et Donald Trump. Le président a évoqué une très bonne conversation, tout comme après son appel avec le gouverneur de Minnesota, Tim Walz. Officiellement, la Maison-Blanche affirme vouloir éviter de nouveaux blessés ou morts dans les rues, qualifiant le décès d'Alex Pretty de tragédie. Donald Trump change-t-il réellement de cap ?
Sous la forme, le ton est plus mesuré. Donald Trump a jugé la mort d'Alex Pretty très triste, tout en refusant de reprendre le terme d'assassin utilisé par son conseiller Stephen Miller. Mais sur le fond, la ligne reste ferme. Le président continue d'exiger la coopération des autorités locales avec les agences fédérales de l'immigration, malgré l'opposition des élus démocrates, dans un État largement considéré comme un sanctuaire. Et quelles conséquences politiques et judiciaires après ces morts? La contestation dépasse désormais le camp démocrate. Un avocat proche des forces de l'ordre, Chris Mandel, a renoncé à briguer l'investiture républicaine au poste de gouverneur du Minnesota, dénonçant des représailles contre les citoyens de l'État. Sur le plan judiciaire, une juge fédérale doit se prononcer rapidement sur une demande de suspension de l'opération anti-immigration. Au Congrès, des élus démocrates menacent même de bloquer le financement du gouvernement si les agences fédérales ne sont pas réformées. Merci Yana. Hier soir, la police de l'immigration a annoncé la suspension des 2 agents responsables de la mort d'Alex Pretty, une procédure standard effective depuis samedi selon un porte-parole. Coup de tonnerre dans le football français, l'Olympique de Marseille s'est fait éliminer de la Ligue des Champions hier au terme d'une soirée folle lors de la dernière journée. Daniel Kolchanov nous raconte ce qu'il s'est passé. C'est un but du gardien de Benfica à la 98e minute contre le Real Madrid qui sort l'OM hors du top 24, synonyme d'élimination. Le club portugais, alors à égalité de points avec les Phocéens, se retrouve devant au classement grâce à la différence de but, pendant que Marseille se faisait étriller par Bruges 3-0 en glissant à la 25e place. Avant cette dernière journée, les Olympiens étaient 20e. Selon Opta, ils avaient près de 96% de chances de se qualifier. Malgré cette statistique, les joueurs de Roberto De Zerbi ont échoué à une seule petite marche des barrages. Et c'est le PSG justement qui passera par la case barrage, une déception pour les Parisiens qui se trouvaient dans le top 8 et directement qualifiés pour les 8e de finale avant cette dernière journée. Les hommes de Luis Enrique ont buté sur Newcastle en concédant le 1 partout. Paris se retrouve donc 11e et devra jouer un match aller-retour pour se qualifier à l'étape suivante face à Karabag ou Monaco. Le club de la Principauté s'est lui aussi hissé en barrage en se plaçant à la 21e place. Malgré leur domination, les Monégasques ont fait match nul 0-0 contre la Juventus de Turin et affrontera donc soit Paris, soit Newcastle pour rejoindre les 8e de finale de la plus belle des compétitions. Merci Daniel. Le sort des 2 clubs français encore en lice sera connu lors du tirage au sort des barrages qui s'effectuera ce vendredi 30 janvier à midi. Merci aux chroniqueurs pour leur regard sur l'actualité de la semaine. Dans un instant, ils partageront leur coup de cœur du moment, mais juste avant, on écoute Olivia Dean et son titre Dive sur EDG FM. C'était Olivia Dean avec Dive sur EDG FM et on enchaîne tout de suite avec nos cartes blanches. Les chroniqueurs vous partagent leur coup de cœur ou leur rendez-vous manqué du moment, que ce soit un film, une série, un jeu vidéo, une initiative locale, bref, ce qui les a marqués cette semaine. On commence avec vous Thomas Noël. Les nominations des Césars 2026 ont été dévoilées hier et comme chaque année entre favoris attendus et absents qui fâchent, il y a matière à débat. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette sélection ? D'abord un nom qui domine nettement, Nouvelle Vague. Le film de Richard Linklater récolte pas moins de 10 nominations, un film plutôt discret pourtant au box-office, mais que les Césars viennent clairement réhabiliter et c'est mérité. Derrière L'attachement, Dossier 137 et L'inconnu de la Grande Arche suivent de près un palmarès très film d'auteur mais pas sans angle mort. Et parmi les films très nommés, il y en a un dont vous nous aviez déjà parlé ici sur EDJFM, Dossier 137. Oui, et ce n'est pas un hasard. Dossier 137, c'est 8 nominations. Le film de Dominique Moll confirme ce que je disais déjà sur cette antenne, un cinéma frontal politique qui assume de regarder les institutions en face. Si on peut hésiter à revoir l'Académie couronner Moll une seconde fois si vite après la nuit du 12, on peut espérer tout de même un prix pour le jeu de Léa Drucker en actrice principale impressionnante de retenue. Elle n'en serait pas à son premier César puisque le César de la meilleure actrice en 2019 lui était revenu pour son rôle dans Jusqu'à la garde. Dossier 137 reste l'un des plus solides de l'année. Un autre film qui revient beaucoup, c'est L'attachement. Là aussi, vous êtes plutôt client. Oui Léa. L'attachement reçoit 8 nominations aussi et là c'est aussi mérité. Karine Tardieu signe un film maîtrisé et bouleversant d'humanité, porté par Valéria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaille, tous deux nommés.
C'est un cinéma plus consensuel que Dossier 137, plus doux aussi, certains diront trop sage, mais c'est précisément cette délicatesse paternelle qui m'avait séduit. Pour Tardieu, c'est une vraie reconnaissance. Après des années de succès public un peu ignoré, on lui souhaite un maximum de trophées. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Non, en effet, et certaines absences interrogent. L'étranger de François Ozon est nommé, mais reste largement écarté des catégories reines. Benjamin Voisin est nommé sans surprise, mais ça confirme aussi ce que je disais ici, un film très élégant, mais un peu trop lisse, presque figé. Et puis il y a l'énigme Un simple accident, nommé en meilleur film, mais pas Jafar Panani en réalisation. Difficile à comprendre tant la mise en scène est la clé du film. En tout cas, pour suivre la cérémonie présidée par Camille Cotin cette année, rendez-vous le 26 février pour voir si ces choix se confirment. Et comme souvent avec les Césars, de très beaux films et une impression persistante que le palmarès raconte autant l'état du cinéma français que ses contradictions. Merci Thomas. Il y a des films qui ne cherchent pas à divertir mais à interroger. Des films qui retournent à l'histoire pour mieux questionner notre rapport à la justice, à la responsabilité et à l'humain. Chiara Mariani, vous êtes allée voir Nuremberg et vous nous en parlez ce matin. Oui, j'ai été voir en avant-première Nuremberg, un film de James Vanderbilt, un film qui se déroule donc dans les semaines qui précèdent et qui entourent le célèbre procès éponyme, un procès organisé en 1945 par les Alliés pour juger les principaux responsables nazis au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Alors l'histoire se focalise sur Douglas Kelly, interprété par Rami Malek. C'est un psychiatre de l'armée américaine chargé d'évaluer l'état mental de santé des accusés. Et en particulier celui d'Hermann Göring, joué par Russell Crowe, le bras droit d'Hitler et figure centrale du procès. Alors que Kelly s'immerge dans la personnalité de ces hommes, de ces nazis, il se retrouve pris dans une bataille psychologique intense avec l'un de ses patients. Il affronte alors un dilemme moral. Peut-on apprécier, voire aider quelqu'un dont on condamne les actes ? On assiste donc au début d'une amitié interdite et dérangeante qui se noue entre le psychiatre et son patient. On plonge dans la complexité de l'âme humaine en côtoyant de près l'un des plus grands criminels de l'histoire. La performance de Russell Crowe, d'ailleurs, nous montre à la fois la monstruosité du personnage qu'était Hermann Göring et l'intelligence manipulatrice qu'on doit lui reconnaître. L'acteur explique avant le début du film combien il a été complexe pour lui d'incarner ce rôle et de se mettre dans la peau d'un criminel. Le duel psychologique entre les deux protagonistes nous tient alors en haleine pendant 2h50. C'est intéressant parce qu'on y voit les coulisses d'un procès historique, le procès de Nuremberg qui a entériné la notion de crime contre l'humanité avec la charte de Nuremberg de 1945. C'est quand même encore un film qui propage la notion d'impérialisme américain, un sujet qui résonne d'autant plus aujourd'hui. Il s'agit d'une production américaine dans laquelle les Américains sont représentés davantage que les autres alliés. La France et l'URSS sont des abonnés absents, à peine mentionnés dans le film, tandis que le Royaume-Uni tire son épingle du jeu avec un rôle plus important. Donc bien que le film soit empreint de profondeur historique, on peut regretter un léger manque de subtilité dans certaines répliques, certains éléments qui auraient pu être amenés plus finement, et ce film nous donne quelque peu l'impression de survoler la profondeur de l'âme humaine. Il pose quand même des questions morales dignes d'une épreuve de philo. Comment rester humain quand l'humanité a failli ? Peut-on juger sans haine ? Peut-on comprendre sans tolérer ? Il pose également la question de la responsabilité, celle de la légitimité à juger en droit international, tout en traitant d'autres thèmes comme la justice symbolique ou bien la banalisation du mal. En somme, c'est un film dur mais nécessaire pour mieux comprendre les principes fondamentaux qui régissent nos systèmes judiciaires. Pour le côté philosophique, on repassera. Merci Chiara. Nuremberg est sorti ce mercredi dans les salles de cinéma. La nouvelle sensation de thriller nous vient des États-Unis, Mens-moi à l'oreille, signée par l'ancienne scénariste Amy Tintera, cartonne depuis sa sortie en France avec plus de 13 000 exemplaires vendus en 2 semaines. Un polar psychologique qui joue avec la mémoire, le doute et notre fascination pour les crimes non résolus. Léa Canet. Mens-moi à l'oreille n'est pas seulement un thriller autour d'un meurtre non résolu. C'est un roman sur la mémoire, sur la culpabilité et sur notre besoin presque maladif de transformer les drames réels en récits à consommer. Lucie est retrouvée couverte de sang. Sa meilleure amie Savannah est morte. Les faits sont là, mais le souvenir, lui, a disparu. À cause d'un traumatisme crânien, cette nuit-là est devenue un trou noir. Et ce vide fondamental, c'est lui qui contamine tout le roman.
Et dans cette histoire, l'absence de mémoire devient une preuve à charge. Amy Tintera explore une idée profondément dérangeante. Peut-on être coupable sans le savoir ? Et surtout, la société accepte-t-elle qu'une femme ne puisse pas raconter sa propre histoire de manière claire, cohérente et convaincante ? Le livre montre comment le doute s'installe partout, chez la police, chez les proches, et surtout dans l'esprit de Lucie elle-même. Plus l'enquête progresse, plus le roman s'éloigne d'une quête de vérité simple pour entrer dans quelque chose de bien plus trouble, une érosion de l'identité. Lucie n'est pas seulement suspecte aux yeux des autres, elle devient suspecte à ses propres yeux. Chaque nouveau témoignage, chaque souvenir évoqué par quelqu'un d'autre vient fragiliser ce qu'elle croyait savoir d'elle-même, et c'est là que le roman devient profondément psychologique. La vraie enquête ne porte pas sur le meurtre, mais sur Lucie elle-même. Le choix d'intégrer un podcast de true crime n'est pas un simple effet de mode. Amy Tintera s'en sert comme d'un outil critique. Le podcast découpe la vie de Lucie en épisodes, en angles narratifs, en théories séduisantes. Sa douleur devient un contenu, son traumatisme un suspense. Et le lecteur est volontairement placé du mauvais côté, celui de l'auditeur. Le roman montre à quel point le true crime repose sur une illusion dangereuse, l'idée que tout peut être compris et expliqué, même quand la victime elle-même n'a plus accès à la vérité. Cette obsession de clarté écrase les zones grises, pourtant essentielles à la réalité humaine. Autour de Lucie et Savannah, les relations se révèlent toxiques, fragiles, traversées de jalousie, de ressentiment et de silence. Rien n'est spectaculaire, mais tout est crédible, et c'est précisément ce qui rend l'histoire dérangeante. Le drame ne naît pas d'un monstre, mais d'un enchevêtrement d'émotions humaines ordinaires. Mens-moi à l'oreille est donc un thriller psychologique qui joue moins sur le choc que sur l'inconfort. Il dérange parce qu'il ne rassure pas, parce qu'il ne promet pas une vérité propre, nette, satisfaisante. Il oblige à accepter le doute et la possibilité que certaines réponses fassent plus de dégâts que le silence. C'est un roman profondément contemporain, un roman sur la mémoire traumatique, sur la violence du regard public et sur notre fascination pour les récits criminels. Un livre qui demande au lecteur non seulement de se demander qui a tué, mais aussi pourquoi ai-je autant besoin de le savoir ? Merci Léa. Comme chaque jeudi, on fait le point sur les principaux rendez-vous culturels à venir à Nice et dans la région. Avec vous, Jeanne Moncoop. Ce week-end, Nice déborde de culture, d'émotions et de sport. Samedi, on démarre en douceur au Musée international d'art naïf Anatole Jakovski, avec une visite guidée sur le thème de la mer à 10h30. 1 heure pour découvrir les œuvres, suivie d'un atelier ludique autour d'une frise idéale pour petits et grands. Toujours le matin, de 10h30 à midi, le Centre international universitaire méditerranéen accueille la traditionnelle dictée occitane en langue niçoise, un rendez-vous convivial pour célébrer notre patrimoine linguistique. L'après-midi, place au spectacle vivant. À 15h, le Théâtre national de Nice rend hommage à Sarah Bernard, immense comédienne du 19e siècle. De ses débuts au conservatoire à son ascension en icône internationale, c'est le portrait d'une femme libre, audacieuse et inspirante. À la même heure, de 15h à 16h, le musée Marc Chagall propose un concert carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice. Une belle occasion de soutenir de jeunes musiciens face à un public attentif. En soirée, frisson garanti à la Cinémathèque de Nice à 19h avec Frankenstein, film sorti en 2025. Jacob Elordi, salué par la critique, incarne une relecture intense du mythe entre banquise, mystère et créature inquiétante. Dimanche, la Cinémathèque met à l'honneur 2 films cultes. À 13h45, Stand By Me, grand classique des années 80, nous plonge dans l'été de 1959 et l'aventure initiatique de 4 adolescents partis à la recherche d'un secret enfoui dans les bois. À 15h30, place à l'émotion avec La Ligne Verte, portée par Tom Hanks. Un drame poignant au cœur du couloir de la mort dans l'Amérique des années 30. Et pour finir le week-end en beauté, direction l'Alliance Riviera à 17h15 pour le choc sportif. L'OGC Nice face au stade brestois. Merci Jade, voilà pour les sorties du week-end à Nice. On jette maintenant un œil au ciel pour voir ce qui nous attend. Aujourd'hui, le soleil s'impose aussi bien le matin que l'après-midi avec des températures comprises entre 5 et 14 degrés. Demain, le ciel sera voilé en matinée avant de devenir peu nuageux dans l'après-midi. La pluie est attendue dans la nuit. Les températures resteront stables entre 6 et 14 degrés. Samedi, un ciel voilé au réveil, puis de belles éclaircies dans l'après-midi comptées entre 7 et 14 degrés. Et dimanche, le ciel sera très nuageux le matin avant l'arrivée de la pluie l'après-midi qui se prolongera en soirée et durant la nuit. Les températures oscilleront entre 7 et 14 degrés. Voilà pour la météo, profitez du soleil aujourd'hui, la fin de semaine s'annonce beaucoup plus humide. Et c'est déjà la fin de cette matinale, merci à toute l'équipe pour ce tour d'horizon de l'actualité, merci à Daniel Kolchanov à la régie et enfin merci à vous de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine dès 8h30 pour une nouvelle matinale. Très belle journée à toutes et à tous sur EDJ FM.